Mardi 19 juillet 1870. La gare de l'Est est encombrée de soldats qui procèdent à l'embarquement des chevaux et des bagages. Dans la cour, les uns sont venus dire au revoir à un fils, un frère, un ami. Avant de monter en wagon, on se rafraîchit dans les cafés environnants et ça se rafraîchit souvent outre mesure, mais que voulez-vous? Ça va chauffer là-bas à la frontière. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Rendez-vous dans les campagnes, mugir ces féroces soldats qui viennent jusque dans vos bras, égorger vos fils et vos compagnes. Aux armes! Y a pas de mal? Là, sur un continu. Quoi? Ils ont osé. De quoi? Il n'y avait pas marqué la suite à demain, mais sur un continu. Vraiment. En présence des événements qui se préparent et se déroulent déjà sous nos yeux, nous sommes dans la nécessité d'interrompre le roman de Ponson du Terrail, l'accord du pendu. Ah merde, ils ont arrêté Rocambole. Le héros que personne ne pouvait arrêter. Et sinon, c'était quoi le barouf là derrière? Mousseline. D'abord, c'est ma mère qu'on enterre cet hiver. Et voilà mon frère qui se fait enrouler à peine un mois avant que n'éclate cette guerre. Et le rapport avec Rocambole? Mais la seule chose qui faisait que mon dame acceptait encore de boulotter quelque chose le matin, c'est que je viens de lui lire son feuilleton. Et pas celui de boire quelque chose. Celui de Pierre-Alexis Ponson du Terrail, et pas d'un autre. Bah, si ce n'est que ça. Ça va bien lui passer au père Fournier. Eh ben, ça serait bien mal le connaître. Plus de tête de plomb que mon père, tu coules. Et s'il a décidé de rester sur sa faim tant que le feuilleton n'aura pas repris, il aura vite fait de canner la pégane, moi je vous dis. Mais arrête donc de gamberger, gamine. Il se tape bien des courants d'air, ton dab, il va pas en crever. Dans une semaine, tout au plus, l'empereur aura fait la nique aux Prussiens et le journal remettra fils à Rocambole à la une. Allez, tu verras. Vive l'empereur! Vive la ligne! Allez, joue! Aux armes, citoyens! Formez vos bataillons! Marchons, marchons! Vive la guerre! Vive la paix! Vive la guerre! Vive la paix! Longue vie à l'empereur Napoléon III. Que renaisse la République! C'est un Prussien. C'est un espion! À mort! La santé de l'empereur! C'est moi qui rince! Par la voix du canon d'alarme, La France appelle ses enfants. allons-y, soldats aux armes, c'est ma mère, je la défends. Mourir pour la patrie, mourir pour la patrie, c'est le sort le plus bon, le plus digne d'envie, c'est le sort le plus beau, le plus digne d'envie. Comment va le bourgeois? Il y va. Non mais vous y croyez, un bijoux pareil? Il vous en doit une belle en tout cas, et moi avec. Qu'est-ce que je vous sers, l'inconnu? Oh, t'embête pas, t'as qu'à mettre ce qui reste de pivois. C'est la première fois que je vous vois dans le coin. Cresse, je pourrais dire la même chose. Et bah ça me ferait mal. Depuis pas longtemps que je suis née sur ce même parquet crasseux, je les compte les fois où j'ai pris l'air. Ah ouais, mais c'est que moi, ça fait un sacré bail que j'ai pas mis les pieds sur ce parquet crasseux. Vous avez dû connaître mon père tout genou. Ça, pour le connaître.
En tout cas, ça me fait chaud au cœur de voir que je m'étais pas fourré le doigt dans l'œil quand je me disais tout à l'heure que tu pouvais être la gamine du fournier. Vous êtes bagouré. Et ça me tue de le comprendre maintenant. Depuis que je sais que ta mère a lâché la rampe cet hiver. Mais, vu la couleur de ta tignasse, j'imagine que ce vieux salaud a fini par arriver à ses fins avec la belle Adélaïde. Oui, c'était ma mère. C'est de bonne guerre. Bon, autant souper dessus tant qu'il fume, hein. Et dans la chambre du fond? Parce que vous comptez y aller? Mais il faudrait être sacrément bon pour mettre ne serait-ce qu'un pied dans sa chambre maintenant. Un poil plus à droite et je me faisais fendre la coupole, moi, tout à l'heure. Regarde bien ma trogne, Gosling. Faudra bien plus qu'une gamelle pour m'empêcher de faire ce que j'ai à faire. Vous dites connaître mon père, alors vous savez comment il peut être fier et comme il m'en voudrait d'avoir laissé quiconque le voir dans son état. Quelle que soit l'image qui vous reste de lui, faites-lui ce plaisir, n'allez pas l'esquinter en voyant l'homme pâle qu'il est devenu. Crois-moi, on sera deux à pas être fiers de ce que le temps a laissé de nous. Mais si t'as des suées à l'idée de ce qu'il pourrait te dire pour m'avoir laissé passer, c'est que t'imagines mal le savon qui t'attend si jamais il apprend que j'étais dans le coin et que j'ai pas pu le voir. Allez, Cerbère, assis. Je suis passé. La physionomie de Paris est indescriptible. Jamais, depuis le départ de nos soldats pour la campagne d'Italie, on avait assisté au spectacle d'une pareille animation. C'est surtout aux abords de la gare de l'Est, centre du grand mouvement militaire qui porte nos troupes vers le Rhin, que le tableau pittoresque s'anime et s'accentue. Au boulevard Sébastopol, au faubourg Saint-Martin, que sillonnent les régiments tenus de soldats, le bidon au côté, le sac au dos, qui, chargés de piquets et de couvertures destinées à former des tentes, la population s'empresse sur le passage de nos braves. Ils défilent, le front ruisselant de sueur, les épaules courbées sous le poids de leur équipement, mais avec cet air martial et cette allure militaire qui est le cachet du troupier français. Quelques-uns arrivent à la gare en voiture, conduits par des parents ou des amis qui les pressent énergiquement dans leurs bras. Dans les cabarets l'entour, ce sont que linards altérés qui avalent en toute hâte le coup de l'étrier, que leur offre tantôt un ouvrier en manche de chemise, tantôt un camarade de la garde impériale qui ne tardera pas à les rejoindre à la frontière. Ce spectacle, émouvant et pittoresque, ce tableau de l'élan patriotique n'a pas cessé de se produire pendant toute la journée d'hier. Là où le chemin de l'Est a emporté sur le théâtre de la guerre la majeure partie de la garnison de Paris. Santé pour nos soldats! Alors? Bah c'était plutôt rapide, hein. Je vous avais dit que vous risqueriez de vous faire jeter. Depuis combien de temps il est comme ça? Depuis la mort de ma mère, et c'est de pire en pire chaque jour. De pire en pire. Je vois mal comment ça pourrait être pire. Croyez-moi, chaque jour quand je rentre dans sa chambre et que je vois ce que mon père, le père Fournier, l'ogre de l'Arlequin, est devenu. Chaque matin, j'ai qu'une crainte, c'est de le retrouver mort à son tour, comme ma mère. Plus blanche et froide que la neige dehors. Et maintenant, voilà le feuilleton qui s'arrête. La seule chose qui lui faisait encore désirer que vienne le lendemain. Va donc porter un verre de pivoine à ton dame de ma part. Ça lui entendra peut-être des couleurs. Il en a bien besoin. Alors quoi? Rien. Vous espériez quoi? Du vin pour des louanges? Il t'a donc rien dit. Mieux que ma mort. Il n'a ouvert le bec que pour s'envoyer le godet. Et vu le regard noir qu'il m'a jeté, j'allais surtout pas m'éterniser. Bon. J'imagine que ça va être à moi de tout te déballer. Avec ton père, acquigé comme il est, ta mère qui a déjà son petit jardin qui lui pousse sur le ventre et ton frère qui s'en est allé pour la valse au pruneau.
T'as bien pensé que t'allais vite te retrouver orpheline. Et bien seul, face à cette vilaine horde de soifards. Sûr que le coup de rouillard aurait pu être pour moi tout à l'heure. La bonne nouvelle dans tout ce merdier, c'est qu'en fait, tu n'es pas si seul que ça, Gosling. Sache que tu as désormais un oncle dans les parages. Et qu'à présent, comme tout à l'heure, tonton Bousille sera maintenant là pour veiller sur toi et sur cette entrepoisseuse qui est restée l'arlequin. Tonton Bousille? C'est moi. Et comme je ne savais pas que j'avais une nièce avant de mettre les pieds ici ce matin, tu devais pas bien savoir non plus que t'avais un habillé dans mon genre. Bah, j'ai pas de reproche à faire au frangin. Depuis tout ce temps, il devait bien me croire entre quatre planches, et même sans ça. Je peux pas dire qu'il avait quoi se vanter d'avoir un habillé dans mon genre. Vous allez rester? Il me l'a demandé. Et vu son état, on n'est pas loin d'une dernière volonté. Vous en êtes sûr? Va donc lui demander si ça te chauffe. En attendant, je vais faire comme il m'a dit. Et poser mon baluchon dans une des pieux du deuxième. Masalama, Gosling. Sur la terre africaine, un bataillon dont les soldats sont tous des gars qui n'ont pas eu de veine. C'est les Bataf et nous voilà pour un joyeux chose spéciale. Il faut sortir de Biribi ou bien alors d'une centrale. Tout que ça fout et on s'en fout là. Mais quelle tête de cache touchée! T'en prêcher un sou. Il est encore bien plein le plateau. Encore un jour comme ça, rien vouloir chaffer, c'est sa cartouche qui va finir par avaler. Bon, tu sais ce qu'on dit dans le coin. Plus têtu qu'un fournier, il n'y a qu'un fournier mort. Bah, allez, Gosling, je dis pas ça pour te faire zerver. C'est un type costaud ton dame. Je suis sûr qu'il se remettra sur pied fissade et qu'il se remettra becté. J'aimerais y croire, mais il y a des coups dont on se relève pas. Tiens, gamine, qu'il devrait te remettre un peu de baume dans le sang. Ça vient d'où? De la part d'un pauvre grivier sur le point d'embarquer à Gare de l'Est. C'est qui? Mon frère. Oh mince, le bon chien chasse de race. C'est tout le portrait de ton dame quand il est des Gosselins. Tu crois que je peux... Ah, j'ai assez de munitions pour tenir la ligne. Sûr? File. Merci, mon oncle. Ah, mais de rien. Dansez les souriceaux, la minette est de sortie. Vive Bousille. Joyeux pourvoyeur. Tiens, mais regardez qui voilà. Monseigneur du cul de bouteille. Si je le retrouve, l'animal. L'animal. Le troupeau, oui. Pour un peu, c'est au fond de la Seine qu'on a failli devoir vous jeter, plutôt qu'au fond de votre plumard. Le crétin. Je sais pas qui est le plus crétin. Faut quand même être sacrément branque pour se mettre au milieu d'une taverne et crier « Vive la paix » par les temps qui courent. Allez, tiens. Merci. Pas de quoi. C'est la gamine qui paye. fait longtemps que tu niches là-haut ou c'est seulement quand tu te fais estourbir par des poivreaux? Je suis ici depuis quelques jours, oui. La bûche a dû être sévère. La bûche? T'as beau voir la fiole défaite à fendre l'âme. On voit bien à tes nippes et à tes manières que t'es pas un enfant là des veines. Je suis là pour écrire. La Noël. Tu sais qu'on a plus d'une fois rincé d'Anglemont, la place même où tu tiens. Privat d'Anglemont.
Celui-là même. Un prévât. Un prince dans le domaine des Godailleurs. Et qui avait du succès avec ça. Tu l'aurais vu à faire le gandin avec ses longues cannes et ses douillards de nègre. C'était sacrément zig avec le Duménil, qui crachait là-haut lui aussi. Fascinant. Et alors toi? Sur quoi tu veux crivailler? Si seulement je te savais. Pierre! Pierre! Ici! Ici! Pierre, c'est bien toi! Pour toi, je pourrais être Pierre, Paul ou Jacques, ma jolie. C'est ça! Riez la viande à canon tant que vous le pouvez encore! Oh, faut pas le prendre comme ça, ma jolie. Allez, reviens! Reviens que je parte au front avec un bon souvenir de toi. Vous avez trouvé celui que vous cherchez? Fallait être bien gourde pour y aller comme ça. Je vous traitais de crétin l'autre jour. Bah, ça vous aurait fait une belle revanche de me voir là-bas. C'est votre frère à gauche, n'est-ce pas? Et à ses côtés, votre fiancé. Mon fiancé. À ce point? C'est que je suis pas franchement du genre à qui on essaye de faire passer la bague au doigt. Si vous le dites. Mais vous alors? Pas de rondine au doigt non plus à ce que je vois. Non. Vous seriez pas un de ces sorbonnards en quête d'une grisette à se mettre sous la dent? Du genre qu'on envoie se déniaiser dans les bas quartiers pour qu'ils s'amusent avant le mariage? Ce serait tellement plus simple. Désolée de vous dire ça, mais vous y ressemblez drôlement. À un de ces touristes de la route, du genre qu'on peut pas trop kiffer ici. Qui viennent s'encanailler dans la bourse pour retourner l'instant d'après sur les boulevards, se ressourcer dans le luxe. Pour être tout à fait franc, alors qu'il est, je ne cracherai pas sur une table au garbois. Et surtout un bon verre de chablis, plutôt que subir cette vignasse atroce. Qu'est-ce qui vous en empêche? Cela ne se voit peut-être pas encore. Mon vernis n'est pas totalement passé. Tel que vous me voyez, je suis tout comme vous désormais. Comment ça, tout comme moi? Coincé dans cet endroit. Ah, cet endroit, comme vous dites, ben c'est chez moi. C'est peut-être bien chez vous, mais ça n'empêche pas que vous y soyez coincé. Peut-être bien. En tout cas, vous soyez rassurés. Un mot de travers. Et je demande à Bouzy de vous rejeter sur le pavé. C'est clair? Limpide. On verra après si vous aviez raison de vous croire coincé ici. Mon destin est entre vos mains. Pauvre homme. Sur la photographie à côté de mon frère, c'est Alexandre. Depuis tout môme, ils sont inséparables. J'avais beau être la petite frangine. C'est toujours moi qu'on envoyait quand ils renquillaient pas assez vite de leur expédition sur la cité. Et je pouvais mettre des heures avant de mettre la main dessus. Dans ce labyrinthe. C'est pas comme maintenant depuis qu'ils ont tout rasé. Des fois, il faisait tellement sombre qu'on n'y voyait pas 10 mètres. Maintenant, les voilà partis pour le champ de bataille. Vous pensez que c'est ce qui a retourné le cœur de votre père? Bah, ils se sont pas bien quittés. Il y a eu une grosse dispute l'année dernière, le jour de leur conscription. On leur avait préparé une belle fête pour le retour du tirage au sort. Mais ils se sont pas pointés. Et depuis, j'ai pas eu d'autres nouvelles que cette image. Bah, et vous alors? Comment ça se fait que vous êtes là et pas en bleu à Gare de l'Est comme tous les autres? Pour la même raison que ma place est ici désormais et puis au Garbois face à un chablis. Juste avant de mourir, ma mère a eu l'excellente idée de dilapider le peu d'héritage que mon joueur de père nous avait laissé pour payer la personne qui allait me remplacer. Vous remplacez? Pour certains, en manque d'argent, un bon numéro au tirage au sort, c'est l'aubaine de le revendre à une personne qui a eu plus de chance en venant au monde qu'en venant à la conscription. Bah, dommage que j'ai pas mangé, sinon je crois que je vous aurais renardé dessus. Mais croyez-moi, je suis le premier à avoir la nausée à l'idée qu'un autre soit au front à ma place. Comme ma mère doit jubiler aujourd'hui de voir ça de la Wallet. Votre mère, elle était malade? Si on peut appeler ça une maladie.
triste au point d'avoir voulu en finir. Et votre père? C'est lui, le poison qui l'a poussé au suicide. C'était un mauvais joueur et un mauvais payeur. Il nous a ruinés à coups de cartes et de dés jusqu'à finir embrochés sur un fleuret, au terme d'un duel lamentable pour une dette qu'il refusait d'assumer. Se faire boutonner pour une histoire de chrome. On n'a peut-être pas vos manières, nous, ici-bas, mais quand un type vous fait la nique, une bonne baigne suffit. Au pire, avec une bouteille. Exactement. Et ça règle l'affaire. C'est une sagesse que les gens de la haute ne peuvent vous reconnaître, j'en ai bien peur. Vous avez pas un oncle, une tante ou des amis de la famille pour vous financer un peu? Non. Moi, personne qui ait voulu courir le risque d'être encore associé à mon nom. C'est moche. Vous connaissez Balzac? Je sais que je m'appelle Honorine à cause de lui. La peau de chagrin, vous l'avez lu? Au début du roman, le héros, Raphaël, est à peu près dans mon cas. C'est un jeune homme ruiné, qui descend de la petite noblesse et à qui il ne reste que 1112 francs en poche tirés de la vente des derniers meubles familiaux. Fouchtra. Ici, avec 1112 francs, il y a de quoi tenir un moment, hein. C'est l'idée. Il va vivre sous une mansarde et s'organise pour ne dépenser que 20 francs par jour. Il calcule qu'il peut ainsi tenir 3 ans. Le temps d'écrire l'ouvrage qui lui apportera gloire et richesse. Et vous, c'est tout pareil? Au détail près que j'ai plutôt de quoi tenir 3 mois que 3 ans. Eh ben, l'heure tourne alors. Je vous laisse vous y mettre de suite si vous voulez pas vous retrouver à troquer votre plume pour une pique de chiffonnier. Tout pour ne pas vous faire ce plaisir. Alors, Gosseline, on n'est pas insensible au charme du joli noblillon, à ce que je vois. Allez, c'est pas un mauvais drille. Et sûrement pas un mauvais parti pour une rejetonne de la mauve dans ton genre. Tu parles. Le pauvre gars, il est tellement dans la dèche que c'est lui qui ferait une bonne affaire, pas moi. Si tu trouves de quoi, tu pourrais lui abloquer un petit bois à boire et se mettre sous la dent? Cadeau de la maison. C'est ton patron. Avec les compliments de la mademoiselle. Elle vous a chargé de m'empoisonner? C'est la spécialité de la maison, l'arlequin. Ce qui ne me dit pas ce qu'il y a dedans. Comme son nom l'indique, un peu de tout. Du mystère surtout. Des restes de bidoche grattés au hall. Tout ce que les riflards laissent dans leur galtouze. Une sorte de loterie culinaire. Parfaitement. Mais tentera bien les choses pour un oblion. Pour 3 sous, on peut te remouquer du soulier de guêtre. Ouais, si t'es en veine, de la bidoche de table impériale, c'est selon. Bien. Merci, Honoré. C'est une brave fille, la piote. Je dis ça bien fort pour que ça s'entende. Je plains celui qui voudra la faire morfler. C'est déjà pas drôle ce qui lui arrive. Dit celui qui profite de sa déveine pour gratter sa place derrière le rade. Dit celui qui va s'en manger une moche s'il continue de l'ouvrir. Ah, Toudou, te cabre pas le bestiau. Loin de moi l'idée de te mettre en renier. Tant que tu nous rinces bien l'entonnoir, on l'utilisera pas pour moufter. Bande de charognards. D'ailleurs, il se fait tard. Allez, debout là-dedans. Pas la corde ici. Si vous voulez pioncer pour là-haut, il y a ce qu'il faut pour ça, mais il faudra me sortir 8 sous. Tu les as? Allez, les repas, seigneur. Les malades ont attendu pour mourir à la fin des mystères de Paris. Qu'est-ce qu'il raconte? Du prince de Gauthier. À propos du feuilleton de Gensou. Gauthier, la vieille largue qui pollue le bitume pour faire Meuniau. Quoi? Mais non! Non! Théophile Gauthier!
Alors, mais avance le chef-d'œuvre. Pas aussi vite que j'aurais voulu. J'en tiens là la première partie. À la voleur. Vous connaissez les mille et une nuits? Écoutez, je suis pas franchement d'humeur pour une de vos petites leçons de littérature. Je dois une nouvelle fois tenter de faire avaler quelque chose à mon père. Croyez-moi, vous allez aimer l'entendre. Eh ben, voilà un qui se mouche pas du pied. C'est que ce que j'ai écrit pourrait, je crois, sauver votre père. Quand on pense que le pire est passé, vous auriez pas chié la colonne aussi en passant? Vous disiez l'autre fois que, malgré son désespoir, votre père acceptait encore de se nourrir tant que son feuilleton était à la une, n'est-ce pas? Oui. Comme si sa volonté de connaître la suite était plus forte Que encore. celle de se laisser crever, oui. Eh bien voilà. Tenez. Rocambole, la corde du pendu, épisode 113. Dans la gare pleine de monde, Monsieur Ascot mit un certain temps à retrouver celui avec qui il avait rendez-vous. Finalement, il aperçut Monsieur Burry s'avança lentement vers lui, prenant le temps d'étudier une nouvelle fois sa physionomie. J'en crois pas mes escourdes. Mais il a écrit la suite. Et comme Sherazade, je me propose de le faire chaque jour et chaque nuit pour que votre père ait une bonne raison d'ouvrir l'œil. Bah qu'est-ce qu'il faut pas inventer aujourd'hui pour faire fleurir le tocan d'une donzelle, hein? J'ai cœur à l'aider, voilà tout. Ah, ça c'est bien gentil de ta part, mais après, vu l'état du bonhomme, je doute fort que ton bouillon, aussi pimenté soit-il, suffise à l'en mettre sur pattes. À voir. Qu'est-ce que c'est que cette odeur ce matin? Je commençais doucement à m'y faire, mais aujourd'hui c'est autre chose à vous faire. Renarder votre déjeuner. Ça c'est la meilleure. Notre noblion qui se met à dévider le jar. Pour le cornage, on n'y est pas encore, mais le ramage commence à rentrer à ce que je vois. C'est vrai que je ne suis pas sans commencer à trouver une certaine poésie à l'argot d'ici-bas. 34 degrés qu'ils annoncent dans le paplard. Encore quelques jours d'un blizzard pareil, et la Seine aura tellement baissé que les pêcheurs devront poser le pied sur le sable. Ah, voilà, pour l'odeur de la crevée, je cherche pas plus loin. Ça doit être la bièvre qui doit être trop basse pour bien rincer la merde des tanneurs d'à côté. Et les cribassiers. On n'a peut-être pas les ardents et les rondins de la ptiote, mais tu ne raconterais pas la suite du feuilleton? Si vous voulez. Pour sûr, ça nous changera d'attendre comme des cons les mauvaises nouvelles du front. Ça m'a pris un sacré temps pour reconstruire l'histoire. Et je crois avoir compris où du terrain voulait vous emmener. Allez, Résumé des épisodes précédents. rappelez-vous. Rocambole, alias l'homme gris, vient de soumettre son ennemi juré, le terrible révérend Patterson, à une torture atroce. Il l'a jeté au fond d'une mine où toutes les heures l'obscurité laisse place à une lumière aveuglante. Au bout de 3 jours d'un tel traitement, les rétines sur le point d'être définitivement brûlées, Patterson a accepté de rédiger une lettre adressée à Ascot, son suppléant à Londres, lui ordonnant de répondre au porteur de la missive, un certain Burry, comme s'il était le chef suprême en personne. Seulement voilà, au moment de signer le document, le révérend a anormalement barré les 2 T de son nom, rature qui devait mettre en garde ses fidèles lieutenants. Et en effet, lorsque quelques jours plus tard, un homme, se faisant effectivement appeler Burry, s'est présenté au bureau londonien, chargé de la lettre, en demandant qu'on lui remette la coquette somme de 30 000 livres, Bob, secrétaire zélé de la société évangélique, a bel et bien reconnu l'étrangeté de la signature du maître. Malin, le jeune Ascot a alors fait en sorte de ne rien laisser transparaître de ses doutes et a accepté sans broncher les ordres de ce soi-disant Monsieur Burry. Les 2 hommes devaient embarquer ensemble le lendemain pour un voyage en Écosse sur les terres des Babington. Bah allez, la suite, ben Dieu! Ah, ça t'a su nous faire monter l'eau à la bouche, maintenant il va falloir nous servir, hein. Dans ce nouvel épisode, écrit par votre serviteur, Burry profite d'abord du trajet pour sonder la connaissance qu'a Ascot de l'histoire des Babington. Le jeune lieutenant est bien au courant du fait que Lady Evelyn Babington a été violée par... C'est comment déjà? Mon beau-frère. Ah merde, c'est pourtant vrai. C'est ça. Sir George, le frère cadet et jaloux de Philip Babington. Ascot sait aussi que de cette tragique union est née... L'espèce de salaud, là! Et Gondel, évidemment. Qu'on le fasse taire, lui. Tout juste. Par contre, ce que Ascot ne sait pas, c'est que l'apprenant sur le tard, le père de Lady Evelyn a demandé à son fils de retrouver le violeur de sa sœur, alors posté aux Indes, pour le combattre et rétablir son honneur.
Le duel s'est déroulé dans le secret d'une jungle infestée de tigres censés dévorer la dépouille du perdant. Et après un combat acharné, le frère vengeur a fini par blesser sévèrement son adversaire avant de l'abandonner à l'appétit des fers à faire. Sauf que, Ah, ça, je le sais. Il y a tout un troupeau d'éléphants qui débarque. Et grâce à ça, le salaud à la sauve. exactement, il a ensuite sournoisement assassiné celui qui pourtant l'avait battu à la loyale avant de rejoindre l'Écosse pour fomenter, avec l'appui de Patterson, un atroce complot contre son neveu, Sir William. Son but, faire du punier jaloux et vandale, le fruit pourri de son viol, l'unique héritier des Babington. Mais ça, c'était sans compter l'intervention de Rocambole. Le grand défenseur des héritiers spoliés. Voilà. Et justement, quand on parle du loup, Ya Barry et Ascot finissent par arriver en Écosse. Et pendant un temps, on pense qu'ils se dirigent vers le château historique des Babington. Sauf que contre toute attente, au dernier moment, Barry donne une contre-indication au cocher. Et les voilà quelques minutes plus tard, face à un autre château. À moitié en ruine, celui-ci, faisant face à celui des Babington de l'autre côté de la vallée. Barry révèle alors à Ascot à quoi sont destinés les 30 000 livres tirés des caisses de la société. Il lui demande de les remettre à un homme, prix que celui-ci réclame pour la vente de la bâtisse délabrée. Visiblement un contre-cœur, Ascot tendit la liasse de billets au vendeur qui, en échange, leur confia un lourd trousseau de clés. L'homme les remercia chaleureusement et avant de partir, les mit en garde à propos des nombreux trous du plancher. Recommandation qui fit grimacer Ascot et à laquelle Barry aurait dû faire plus attention. En effet, il trébucha lourdement après seulement quelques pas à l'intérieur du manoir. Les deux hommes pénétrèrent dans une salle immense qui, malgré l'état général du bâtiment et grâce à quelques tableaux encore en place, avait gardé une part de sa majesté. Qu'en pensez-vous ? Demanda d'une voix résonnante Barry en s'avançant dans la pièce. J'en dis que le voyage s'arrête ici pour vous. Calmement. Barry se tourne sur lui-même pour faire face au pistolet qu'Ascot braquait désormais sur lui. Fouchtra. Mais que me vaut l'honneur d'une telle menace ? Je dois reconnaître que votre art du maquillage est des plus extraordinaires, mais j'ai la tristesse de vous dire que tout efficace qu'il soit, il n'a pas résisté à votre chute d'il y a un instant. Oh, bon sang. Ça m'a échappé, je n'attendais pas. Dans sa chute, en effet, le menton de Barry s'était en partie décollé, se révélant être un postiche. Malgré l'urgence de la situation, l'homme masqué gardait un calme de pierre. Et sans quitter des yeux celui qui les tenait en joue, se débarrassa lentement de ses différentes prothèses. Un à un, les artifices tombèrent donc au sol, et face à Ascot, dans la mire de son revolver chargé, cric, cric, se trouvait désormais celui qu'on a appris à reconnaître sous le nom de l'homme gris, mais que ses amis ont toujours continué d'appeler Rocambole. La suite, à demain ! Oh, bravo le frigouilleur. Si avec ça le père Fournier retrouve pas le moral, c'est qu'il n'y a plus rien à faire. Alors, gamine, Votre père, il a... Il a bien voulu manger un morceau. Nom d'une prise de cantinière. Je ne serais pas surpris qu'il soit un peu sorcier, le gratte-papier, là, à faire retorterer les gens, rien qu'avec des mots, là. sûr que dans ce cas, ça tient du miracle. Je sais pas quoi dire, c'est pourtant vrai. Au moment où j'ai fini de lire, il a ouvert la bouche et j'ai pu lui donner un peu de soupe. Vous m'en voyez ravi. Il y en a encore un qui tente un bruit de piaf, je lui file un pain tellement dur que je lui casse le bec à coup sûr, je préviens. Allez, tournée générale. Ouais. Tu peux m'expliquer, Edouard? Qu'est-ce que c'est que cette purée?
À moins que je ne me trompe, c'est bien l'épisode d'aujourd'hui. T'as tué Milone. Ah, C'est vrai. Mais je suis écrasé par la Mais je culpabilité. plaisante pas. Mon père adore Milone, je t'avais pourtant prévenu. Comment t'as pu faire ça? Il me suffit de l'écrire. C'est là le pouvoir du romancier. Mais je t'en donnerai, moi, du pouvoir. Au meurtre! On m'assassine! une fois au journal, ils ont voulu remplacer Duterrail par un groupe de nègres moins bien payés. Et bien vous savez ce qu'il a fait? Avant de se barrer, il a mis Rocambole dans une malle et l'a jeté au fond de la Seine. L'épisode se terminait comme ça. Ah, je me souviens. Et les types qui devaient reprendre le flambeau, ils ont eu beau se casser le crâne, impossible de trouver un chouette moyen de sortir de là. Et du coup, le journal n'a pas eu d'autre choix que de rappeler Duterrail qui en a profité pour demander une augmentation. Malin. Et comment il est sorti de la balle? Ah, c'est toi le grand romancier, hein, tu devines. Une clé secrète. Plus simple. Un cormoran apprivoisé. J'ai dit plus simple. Je renonce. La copie ne vaut pas l'original. L'épisode suivant commençait ainsi. Une fois sorti de cette mauvaise passe, Rocambole rejoint la surface. La merde. Il suffisait de l'écrire. Sur ce, il est de si bonne compagnie qu'il ne se quitte. Eh ben, si c'est si simple. Demain, Milone revient à la vie. Mais c'est pas pareil. Je l'ai pas laissé vivant dans une caisse au fond du fleuve. Milone est mort et enterré dans son cercueil. Tu trouveras bien quelque chose. Demain, Milone revient à la vie. Un point, c'est tout. Napoléon a capitulé. Quoi? Gambetta marche vers l'hôtel de ville. C'est la révolution. Venez tous à l'Assemblée. La révolution? La victoire en chantant nous ouvre la barrière, la liberté guide nos pas. Et du nord au midi, la trompette guerrière a sonné l'heure des combats. Trembler les ennemis de la France, roi ivre de sang et d'orgueil, le peuple souverain s'avance, tyran descendez au cercueil, la République nous appelle, sachons battre ou sachons périr, un Français doit vivre pour elle, un Français doit mourir. La révolution, Laurie! Voilà qui vaut tous les feuilletons du monde. Je dois y aller, et je reviens très vite. Mais je vais rester là comme une conne, peut-être. Tu me donnes 10 minutes le temps de mettre quelque chose de moins crasseux, et je te suis. Un godet? Avec plaisir. À la santé de Gambetta et de la Troisième République. Si tu le dis. Moi, des révolutions, j'en ai vu autant que j'ai des yeux pour les voir, et à part faire couler le sang des pauvres gars, ça n'a jamais changé grand-chose. Jamais en entrant ici, j'aurais pu rencontrer une fille pareille. Elle ne ressemble en rien à celle que j'ai connue. Faut dire de là d'où tu viens. T'as pas dû en croiser beaucoup, des gamines à la langue bien pendue commencer à en produire dans l'amour, hein? Tout juste. Vous y, j'ai quelque chose à vous demander. Quoi que je doute que vous soyez véritablement la personne désignée pour me répondre. Bon bah allez, accouche, gamin. Garde tes mystères pour ton roman. Tu Dieu! Ah bah comment avoir un bébé si c'est du toc, ça? Fallait qu'elle va l'accepter. Ah bah qu'on se le dise, pour une brocante pareille, j'en connais pas mal qui seraient pas contre s'élaguer un peu les roustons et se rappeler madame. Hein. Je suis bien heureux aujourd'hui de ne pas avoir écrit à la vendre. La gamine qui te croyait dans la dèche la plus totale. C'est la rondine de ta mère, c'est ça? Ouais. Et comprenez, j'ai envie de bien faire les choses. Et pour ça, il faudra que j'aille demander sa main à l'homme de la pièce d'à côté. Oula.
Tu vas au-delà de l'emmerdement, t'imagines même pas si tu vas mettre l'ogre au courant. Un bon conseil, va pas te mettre des bâtons dans les roues si tu peux l'éviter. Et tu restes. Si tu veux vraiment faire les choses proprement, moi je connais un tonton qui serait sacrément joyeux. Sa bénédiction. Sauf que vous y. Avec tout le respect que j'ai pour vous. Je crois qu'ici, il n'y a qu'Honorine pour croire encore que vous êtes bien le frère du père Fournier. Va alors. Je te retiendrai pas. Mais va pas dire après ça que je t'avais pas prévenu. Ah, qu'est-ce que c'est que toutes ces mouches? Ah, et cette odeur! Ah, c'est épouvantable! Monsieur Fournier! Monsieur... Ah! Malédiction! Malheur de malheur! Tiens, gargarise-toi avec ça, que la petite te retrouve pas piffant le dégueulis quand elle regarde. La même me c'est pas comme ça, dites-moi ce que j'aime voir! La même chose que moi le jour de mon retour, avec un mois de pourriture en plus. Misère. Honorine. Quel mensonge atroce. Si elle a menti, c'est rien qu'à elle-même. Je suis ni curé ni toubib, mais faut croire qu'en voyant son père mort comme un caillou, ça lui a sacrément fêlé l'esprit à la gamine. Quand j'étais à Biribi, il y avait un truc qui s'appelait le silo. Juste un grand trou dans le sol, une fosse, dans laquelle il te jette et il te laisse croupir. Dans le fond, les gars pataugeaient jusqu'aux genoux dans une soupe immonde. Et quand il y en avait un qui crevait, on s'en rendait compte qu'à l'odeur de charogne, qui est la plus forte de toutes. Pas vrai? Là-bas, j'en ai croisé des pauvres gars qui avaient mis leur tête de côté pour plus voir l'horreur. Vous voulez dire que ça fait des semaines que j'écris pour un mort à qui Honorine donne la bectée? Mais si vous saviez, pourquoi ne pas m'avoir prévenu? Parce que tonton ou pas, je commence à y tenir à la gamine. Et c'est pas en lui mettant le nez dans la merde qu'on va l'aider à retourner le bout des bonnes choses. À partir de là, dis-moi, maintenant que tu sais, tu tiens toujours à l'épouser, Honorine? Oui, bien entendu. Alors si c'est le cas, tu vas fermer les yeux sur ce que tu as vu de l'autre côté. Comme moi, je les ai fermés en arrivant ici. Parce qu'il me fallait bien un endroit pour me planquer. Tu vas fermer ta petite gueule. Et ne l'ouvrir que pour lui demander sa jolie petite main. Et vous serez heureux, vous aurez plein de jolis petits enfants. Et peut-être qu'avec ça, il pourra passer à autre chose. Tu m'entends? Oui. Tant mieux. Parce que moi, je l'entends qui redescend. Attention les mirettes. Mais regardez qui voilà! Belle à faire sortir un feignant de l'ombre. Eh bah, qu'est-ce qu'il a, mon oublion? Il est aussi pâle qu'une endive, il va croire qu'il a vu un revenant. Ça doit être qu'il s'attendait pas à avoir fait une si bonne affaire. J'en connais un qui va être sacrément heureux de t'avoir au bras, pas vrai? Si, c'est vrai. Quel vénard je suis. Bon, quand vous aurez fini de vous payer ma fiole, tous les deux, on pourra y aller. Allez, révolution! Oui, allez, révolution, allez! Révolution. Fermeture des théâtres. Considérant que la patrie est en deuil et que l'ouverture des théâtres est en contradiction avec l'attitude générale de la population parisienne, le préfet de police arrête que, article 1er, à partir de demain, les théâtres seront fermés. Article 2,
Les directeurs sont invités à faire enlever immédiatement les décors qui sont encore sur la scène. Les bandes d'air, les rideaux, le mobilier et tout ce qui pourrait, en cas d'incendie, attiser le feu et le transmettre au bâtiment voisin. Bon, ça. Hey, oh Oh C'est tombé à une portée de chic, ce coup-là. Je croyais qu'ils étaient au niveau de Joinville. Si dans le journal ils disent qu'ils sont quelque part, c'est qu'ils y étaient il y a 2 jours. Les nouvelles sont comme les étoiles, on les voit comme elles étaient, pas comme elles sont. Honorine! Honorine, ouvre, c'est moi! C'est ton frangin? Non, je crois que c'est... Déboucle la lourde, merde! C'est moi, Alexandre! Oh ma jolie. Tu ne peux pas savoir le régal que ça me fait de te voir. Arrête, repose-moi. Vous allez la lâcher, oui. C'est qui, toi? Baisse ton chasse-peau, Lignard. Ou j'hésiterai pas à rifauder. J'attends de voir ça dans cet écran. Ah bah, je vais te montrer. Stop! Si vous voulez vous entretuer, faudra m'emmener avec, c'est compris? Non? Ça se dégonfle? Alors, baissez-moi ça, fille ça! Comme si on avait passé des Prussiens. Merde! T'en donnerais, moi, des enfants pareils. Alexandre. Où est mon frère? Il est mort. Où il est? Où il est? Il faut que je voie. Dis-moi où il est, mon frère. Mais c'est pas vrai. On l'a enterré sur le bord d'une route. J'ai noté le nom du patelin. Enterré comme un mendiant, comme un chien dans le bas-côté d'un coin nulle part. Non, non, je te jure. On a fait ça comme il faut. Les gars, ils avaient la mort dans l'âme, donc ils m'ont aidé à faire ça bien. Quel gars? Alexandre, dis-moi comment Pierre est mort. Oh, tu vas l'ouvrir vite, fais ta grande gueule, sinon je te jure que j'ai foutu le canon dans ton réglard pour faire le vieil corps. Merde, j'ai le droit de savoir. C'est mon frère. Ah, c'est bon! Je vais te raconter. Mais note bien dans ta Sorbonne que c'est toi qui l'as demandé. Pierrot, il voulait pas démurger de Sedan. Il avait la guide salon esquintée, il voulait plus bouger. J'aurais peut-être dû l'écouter. Alors qu'il il serait peut-être pas. Merde. Arrête de t'acquiger comme ça la ramènera pas. Et continue de jaspiner. Je lui disais qu'on allait se faire cogner si on restait à la traîne. Alors je l'ai tiré hors de là. Et on a pu s'esbigner avant que les Prussiens bouclent la ville. Au bout d'un moment, on a croisé des types qui nous ont dit que la 13e de Vinois tentait une retraite pour Paris. Et un gars du coin nous a chargés sur sa charrette pour nous donner un peu d'avance. Parce que quand ça a commencé à canonner, il n'a pas voulu aller plus loin. Donc on a dû reprendre l'antif. Ton frère, je sais pas comment il faisait avec sa guide tout esquintée. On a trimanché comme ça toute la Sorgue. Sans rien y voir, on y mettait le pied, à sauter au moindre bruit. Plus on se rapprochait du bataillon, plus t'avais des types planqués sur le bord de la route qui nous disaient que les Uhlans rôdaient et enlevaient les traînards. Des fauves qui encadraient du bétail. Les types, ils étaient tous flanqués de trousses, à guetter les crêtes et à prendre la moindre ombre pour un guerrier. On aurait dû se méfier. Ce qu'on savait pas, c'est que les types qui bivouaquaient dans un bled du coin, les types de la 13e, ils avaient été chatouillés toute la nuit par des attaques d'éclaireurs qui avaient mis la blousaille sur les dents. Et nous, quand on est arrivé en vue du patelin, tout content qu'on était enfin d'avoir réussi à les rattraper, on s'est mis à cavaler. Autant que la patte de ton fralin nous le permettait. On n'a pas fait gaffe. On s'est fait canarder par nos propres gars. Moi j'ai eu la veine
Je me suis jeté au sol. Et c'est là, quand ça a arrêté de rafaler au-dessus de ma tête, que je l'ai vu. Il était couché sur le côté. Il avait le sourire jusqu'aux oreilles. Mais il avait la fiole toute fendue. C'est nous qui l'avons tué. Ils nous ont pas reconnus. Trouillés comme ils étaient, ils auraient abattu père et mère. Français ou pas français, dis-moi que t'as retrouvé l'enfoiré, dis-moi qu'il a eu son compte. C'était une bande de gosses. Des gamins apeurés, tout tremblants. Alors t'as rien fait? Ils devaient être une quinzaine à avoir fait le feu. Personne ne sait qui a tiré. Ils m'ont aidé à l'enterrer. Ils ont enterré mon frère. Mais comment t'as pu laisser faire ça? Tu peux pas comprendre. Enterré par son propre meurtrier. C'était un accident. Ils m'ont aidé à enterrer Pierre. Et ils l'ont pleuré avec moi. Et puis on est reparti. Et on a marché ensemble. Et j'ai soutenu ceux qui flanchaient, comme ils m'auraient soutenu si j'avais flanché. Nuit et jour. En sentant à chaque pas la présence invisible des Prussiens. À redouter à chaque instant qu'ils nous attaquent. Et on avait beau être nettoyés comme jamais. On continuait de porter nos tubes, qui étaient lourds comme un cadavre, qui n'avaient plus de munitions depuis des lustres, juste pour leur faire croire qu'on pouvait encore se défendre, alors qu'on pouvait pas. À chaque fois qu'on faisait une pause, à chaque fois qu'on traversait un patelin, t'en avais parmi la bleusaille qui repartait pas, qui préféraient tenter leur sort avec les Prussiens plutôt que de faire un pas de plus. Tu peux pas imaginer le nombre de fois que m'est venue l'idée de m'allonger dans le fossé. Mais à chaque fois, je combattais cette idée comme on combat le diable en personne. Tu sais grâce à quoi? Tu vas réussir à dire que c'est grâce à moi? Grâce au baiser que tu m'as donné avant que je parte à la suite de ton frère. Chaque pas que j'ai fait, je l'ai fait en espérant t'embrasser à nouveau. Mais tu t'es monté le verre en fleurs, mon pauvre Alexandre. Jamais je t'ai donné de baiser avant ton départ. Tu m'as embrassé avant de te parler. Alors que j'étais dans tes pas toute ma vie, il a fallu que t'attendes d'être sur le point de décarrer pour enfin décider à me passer une langue. Tu parles d'un cran. Et puisque je te dis que c'est le souvenir de ce baiser qui m'a fait tenir. Et tu veux que je m'en réjouisse? Mais c'est quand même quelque chose cette manie que vous avez, vous les bons hommes, de devoir emmurer une gonzesse à chaque fois que vous risquez d'y passer. Si vous voulez aller vous faire buter, vous gênez pas. N'attendez pas qu'on vous traite en héros si pour supporter de le faire, il faut la certitude qu'on poireaute sagement. Je ne mérite pas ça. Bah c'est tout ce que t'auras. Et de toute manière, je suis avec Édouard maintenant. Ça c'est peut-être pas franchement quelque chose à dire à Colmar, mais Honoré. Édouard. Je me disais bien que j'avais déjà vu son visage quelque part. Mais maintenant que je peux mettre un nom sur un visage, il n'y a plus de doute à avoir. Alors le Rupin, non content d'avoir eu peur, il te fallait au-dessus le cul de la crémière. C'est moi que tu traites de crémière. Et qu'est-ce que tu vas faire, hein? Sache que ton joli micheton, je l'ai déjà croisé, Honorine. Et pas n'importe quand. Le jour du tirage au sort de la conscription. Mais te fatigue pas, Alexandre. Édouard, c'est un gars honnête, tu vois. Il m'a déjà tout dit. Et ça m'importe peu que sa mère ait payé un pauvre gars pour qu'il aille au service à sa place. On fait comment, Édouard? Tu lui dis ou je m'en charge? De quoi il parle? Le pauvre type qui est parti au front à ma place et dont je viens d'apprendre qu'il ne reviendra pas. C'était ton frère, Honoré. Mais c'est un cauchemar! Ton père et la mère de ce salaud se sont entendus dès le jour du tirage au sort
Et ton frère n'a pas eu d'autre choix que de refiler son bon numéro. Et dire que je commençais à trouver que t'avais bon fond pour un oblion. Mais s'il vous plaît, mes amis, comprenez-moi. Comment t'as pu? Faut vraiment pas avoir peur du diable pour emmener une frangine danser sur la tombe du frère qu'on vient de mettre en terre. Ça, des bougris de salauds, j'en ai connu. Mais des comme lui, on n'en fait pas des pères, hein. Alors l'ancien, tu vas rester dans cette maison de fous ou tu vas venir te battre pour de bon? Sans moi, la France. J'ai déjà donné bien assez de mon sang. Gamin. Qui te parle de te battre pour la France? Viens donc te battre pour sauver ta peau. Bonne chance, Gosselin. Mon oncle. Je suis désolé, Honoré. Faut qu'on parte maintenant. En passant par le fleuve, on a encore une chance de sortir par l'ouest avant qu'il ne boucle la ville. J'irai nulle part avec toi. Les policiers vont boucler la ville d'une minute à l'autre. J'irai nulle part! Soit. Si une fois sorti de Paris, tu peux partir de ton côté, je pourrais pas t'en empêcher. Mais je te le demande du fond du cœur. Ne reste pas ici. Et que je laisse mon père. Il est trop faible pour voyager. Je suis sûr que ton père ne voudrait pas que tu restes pour lui. Je t'interdis de parler à sa place, c'est ton désir, pas le sien. Norine, ton père. Il est faible. Il est si faible. J'ai beau prendre bien soin de lui chaque jour, c'est comme s'il n'arrivait pas à reprendre des forces. Il reste là allongé. Il ouvre la bouche pour manger, mais il dit jamais rien. Juste ce regard. Oh, tu verrais son regard. Plein de haine, plein de rage. Oh, si tu savais comme il me... Je le connais, son regard. Je suis rentré l'autre jour pour lui demander ta main. Et il t'a répondu? Tiens. La mort de Rocambole. Je peux pas. C'est le dernier épisode. Je serai dehors encore quelques minutes. À toi de voir. Qu'est-ce que c'est que tout ce raffut dehors? Eh ben, si on m'avait dit que le père Fournier, l'ogre de l'Arlequin, se laisserait chambouler par un peu de tapage. Ne paie pas ma gueule, Camille. Toute la sorte, j'ai entendu bramer dans la rue la Marseillaise et tout le printemps. Depuis quand on gueule la Marseillaise dans les rues de la Mauve? Je me dirais si Badinguet avait cassé sa pipe, non? J'ai peut-être pas mis le nez dehors depuis un bail.
Et le jour où Napoléon le Petit lâche la rampe, je vais être le premier à fêter ça. Désolé, pape, l'aigle est encore bien cramponné au nid. Zut. Vive la ligne! Écoute, ça recommence, je suis pas fou. Et pourquoi tu sortirais pas un moment du plumard pour aller voir ce qui se trame? C'est ça. Faut qu'on aille siffler dans toute la mob quelle épave est devenue le père Fournier. Je leur donnerai pas ce plaisir. Fonce ta mère qui avait raison. Une bande d'ingrats, voilà tout. Toute une vie à leur rincer le bocal sans fond, à leur tenir le bavoir, et pourquoi? C'était où ces enfants de putain quand elle y est passée, hein? Vive la ligne! Vive la guerre! Encore. Allez, dis-moi donc là ce qui se dit dans le paplard que ta mère, paix à son âme, n'est pas complètement jeté le pognon par les fenêtres en te faisant apprendre à babiller. De toute manière, tu finiras bien par l'apprendre d'une façon ou d'une autre. Voilà, cachotière. J'avais bien que t'essayais d'étouffer un truc. Allez, mets-toi à table. Tu vas cracher le morceau ce jour-là, tout va te faire! C'est la guerre, papa! Je veux que c'est la guerre. Non, c'est vraiment la guerre. De celle où on envoie les jeunes recrues en première ligne, de celle où ils en reviennent pas. Quoi? On va en découdre contre les Prussiens. Non. Si. Et ton fils avec qui tu t'es engueulé, et mon frère, à qui j'ai pas pu dire au revoir, il va y aller. Non. Non, ça se peut pas. Ça ne va pas se passer comme ça. Pas mon fils, non! Tu veux juste leur donner une paire d'années, nous revenons. Comment j'ai pu? Ah non, tu vas pas recommencer. C'est exactement pour ça que je voulais rien dire. J'étais sûre que tu allais trouver le moyen de t'étrier comme si t'étais le rabouin en personne. Tu connais Pierre et sa tête plus dure que son nom. S'il avait décidé d'y aller, jamais t'aurais pu l'en dissuader. Ce serait vrai. Si j'étais pas celui qui l'a poussé à partir. Dis pas n'importe quoi. Ton frère, il avait tiré un bon numéro à la conscription. Et Alexandre m'a dit qu'il en avait tiré un mauvais. Jamais Pierre n'aurait laissé partir Alexandre seul au service. Jamais Alexandre aurait laissé partir ton frère pour lui. J'ai tranché la question. En vendant son bon numéro à un Richard qu'on avait tiré un mauvais. Quoi? Je te dis que c'est ma faute s'il est parti. Mais quelle idée à la con, t'es passé par la Sorbonne! Comment je pouvais m'attendre à ce que Balinguet l'envoie se manger le nez contre les Prussiens? Il était censé partir 2 ans pour son service. Au passage, je leur empoché une jolie petite prime. T'es en train de me dire que pour quelques billets, t'as mené ton fils à l'abattoir? On avait besoin de cet argent! C'est faux! C'est faux! Si on avait eu besoin de cet argent, t'aurais accepté depuis longtemps l'aide que je t'offre. Ça fait des années que je te propose de travailler et que tu refuses. Des années que tu payes des types pour qu'ils m'apprennent à lire. Pendant que Pierre trime derrière le bar. Et tu me dis que ton plan, du jour au lendemain, c'est que je prenne sa place à l'Arlequin. Combien de fois tu m'as rappelé avoir promis à maman que je finirais pas serveuse dans ce coin? Combien de fois tu m'as rabâché qu'il fallait que je fasse un bon mariage pour partir de ce quartier Poissard? Et comment tu voulais que je le paie, ce beau mariage? Comment? Tu peux pas savoir le calvaire que c'est d'aller contre la promesse faite à ta mère. De te demander de passer derrière ce foutu bar. Ne serait-ce que 2 ans. Ça devait être provisoire. Tant que Pierre revienne du service. Et on aurait eu de quoi te Ne dis payer. pas ça. Ne t'avise pas de dire que c'est pour ça qu'aujourd'hui mon frère part au combat. Avec cet argent, on aurait pu te payer la dot que tu mérites.
Là, sera continué. Il n'y avait pas marqué la suite à demain, mais sera continué.